réflexion musologique. On reviendra sur le titre, mais là je voulais faire remarquer à un professeur Benyamin qu'au début, cultiver l'urbain, j'avais un point où résident les paradoxes, où c'était majuscule, et c'est lui qui m'a fait changer le point en virgule. Donc vous voyez combien les choses peuvent être quand même assez pointilleuses. Je le remercie en tout cas pour ce détail qui a son importance certainement. Voici un petit peu le résumé du livre avec l'image, et je dirai après pourquoi cette image qui n'est pas que illustrative, on aura l'occasion de revenir sur ça. Et on peut tout de suite se poser la question, pourquoi des paradoxes et pourquoi la mésologie? Alors, les paradoxes, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur les espaces verts, c'était au début des années 88, 87, 86, avec un opérant technique, Taras Yaroslav, que je cite d'ailleurs, c'est qu'il m'avait soufflé de travailler sur les espaces verts en Algérie. Il m'a dit, tu seras une pionnière sur ça. Personne n'a travaillé sur ce sujet. Et je l'ai donc suivi, je le remercie. Et les espaces verts, tout le long de mes recherches, je me suis un jour trouvé devant l'expression agriculture urbaine. Agriculture urbaine, c'est un type d'espace vert. Et puis, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens en ville qui faisaient un peu d'agriculture dans les unes, des gens plantés, des petits arbres, des petites carottes, etc. C'était de l'agriculture urbaine. Christelle, c'est de l'agriculture urbaine. Et après, j'ai découvert Oran. Oran, c'est l'image que nous voyons ici, c'était de l'agriculture urbaine. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine, maintenant, nous, c'est devenu un paradoxe. Parce que la modernité, l'urbanisme moderne a séparé les deux. Il a fait la ville, et l'agriculture, rural, urbain, ce sont deux choses qui sont contraires. Or, avant, ça existait. Oran, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Tout l'espace cultivé est au centre de la ville. C'est un peu le même principe que nous voyons maintenant. Ce sont des appartenances citadines. On aura l'occasion de revenir sur ça. Alors, il y a, pourquoi la mésologie? La mésologie, c'est l'étude des milieux. C'est-à-dire que dans mes recherches, dans ma thèse, je travaillais sur le concept de lieu. Et quand j'ai cherché à comprendre ce que c'est que ce concept, j'ai trouvé une conférence d'Augustin Berg qui lui-même se questionnait sur la notion de lieu. Et c'est là où j'ai découvert, il y a 5 ans, c'est-à-dire de 2015, le concept de mésologie qui veut dire c'est l'étude des sciences des milieux. Alors je ne vais pas ici, les définitions, il y en a beaucoup. Tous ces mots qui sont là, mésologie, écoumène, milieu, écologie, lieu, médiance, trajection, cosmos, topos, concrescence, prédicat, subjectivité, sont inventés par la mésologie, pas inventés, mais disons adaptés, parce qu'elles existent dans d'autres langues. Et c'est là où Augustin Berg, qui travaillait, que je cite beaucoup d'ailleurs, sur lequel je repose toute cette réflexion sur la mésologie, elle lui est due. Il a travaillé sur les sciences asiatiques, notamment au Japon, pour comprendre et intégrer certains mots en français qui n'existaient pas. Le sens, pour pouvoir comprendre le sens d'un mot, il l'a adapté à partir du Japon ou de l'Allemagne ou du grec. Alors, d'autres concepts ici que j'ai aussi utilisés dans mon travail, l'éco-techno-symbolique, ça appartient à Berg, anthropisation, paradoxe, agriculture urbaine, urbanisme écologique, résilience urbaine, résilience écologique et capacité d'agir. On reviendra peut-être quand on aura des questions. Alors, la structure de l'ouvrage, il y a 3 chapitres. Le paradoxe est un indicateur de subjectivité en urbanisme, c'est-à-dire que c'est ça qui m'a intéressée, c'est-à-dire que les urbanistes, quand ils travaillent sur la planification de la ville, ils devraient, quand ils trouvent un paradoxe, se questionner sur le sens de ce paradoxe, parce que il peut aider à innover. Plutôt que de rester toujours dans cette routine de planification sur la base de normes, de recettes, de règles, etc. Alors, on va parler, le premier chapitre parle du site et la ville, le deuxième, l'eau dans la ville,
Le troisième, l'arbre pour la ville. En conclusion, le paradoxe de la résilience urbaine dans l'hypothèse de la concrescence des capacités d'agir. On reviendra sur ça. Donc le paradoxe est un indicateur de subjectivité en urbanisme. Là, j'ai préféré garder les citations que j'ai trouvées au fur et à mesure de mes lectures, qui ont intégré le mot paradoxe, qui m'ont intéressé. Alors, l'expression agriculture urbaine, elle avait soulevé le doute et la controverse, parce que c'est quelque chose qui paraissait assez incongru, mais c'est en même temps très complexe. Alors, elle s'inscrit dans la relation problématique urbain-rural, ou la ville. Alors là, Georges nous dit, la ville, elle conquiert l'espace agricole, elle devient cliente de l'agriculture pour sa parure. Et elle se garnit de guirlandes d'arbres et de massifs de verdure décoratifs. Hoc van der Wulf nous dit, il est paradoxal, là aussi c'est un paradoxe, que l'urbanisme soit lié de façon si directe et étroite à la vie sociale, et dans le même temps, il lui est difficile de communiquer clairement les significations sociales d'un bon projet. Troisième, en tant qu'opinion contraire aux vues communément admises, le paradoxe peut devenir, grâce à un questionnement adapté, une force d'innovation. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les urbanistes qui, en trouvant des paradoxes, ça peut être une force d'innovation. Berck, en 2017, dit « Comment se fait-il » Alors, Augustin Berck, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un géographe-philosophe dont le grand-père s'appelait aussi Augustin Berck, qui était donc en Algérie, algérien, et Berck, que vous connaissez, Jacques Berck, son père. Alors lui, il dit, comment se fait-il que ce soit justement cette paysannerie qui, dans le monde entier, a construit des paysages que nous a légués l'histoire et que nous trouvons aujourd'hui si admirables, tandis que notre comportement ordinaire détruit le paysage à grande échelle. L'idée d'identifier les paradoxes en tant que signe de notre subjectivité dans la démarche planificatrice se reflète à travers la structure sémantique cultiver l'urbain. C'est là où un jour, je me suis réveillée, j'ai dit voilà mon titre, c'est cultiver l'urbain. Bon, ce titre a posé problème parce qu'on m'a plutôt suggéré de dire cultiver la ville. Or, pour moi, l'urbain, ce n'est pas uniquement la ville, c'est aussi l'urbain, le citadin. Donc, cultiver l'urbain, d'ailleurs, j'avais repris l'expression à notre collègue Sophie, qui pour lui, il avait dit il nous faut cultiver le citadin. Alors, la mésologie pour l'architecte urbaniste, c'est-à-dire il y a des mots, milieu, médiance, trajection, qu'il faut maintenant se familiariser avec ces concepts pour pouvoir les utiliser dans la, disons, démarche planificatrice. C'est-à-dire que on nous recommande, à travers la mésologie, de ne pas, l'objectivité, elle est là. C'est-à-dire, on nous demande d'être objectif, d'expliquer tout ce que nous faisons. Il y a des chiffres, il y a des normes, il y a des règles, voilà. Si je suis arrivé à ce résultat, c'est parce que j'ai fait ça, ça, ça et ça. Avec cette nouvelle méthode, on nous demande d'être aussi subjectif. Et le paradoxe peut nous aider dans cette subjectivité. Donc, dans le sillage des travaux d'Augustin Berck, la présente réflexion mésologique se rattache au changement de paradigme et de renouvellement de sens vivant, à désoccidentaliser la pensée urbaine. Elle induit les syntaxes d'écoumène, médiance, trajection, etc. Alors, il s'agit de réviser les conceptions dont les conséquences environnementales sont diversement discréditées. Par exemple, l'espace foutoir est un crime, est un acousme. L'espace foutoir a été inventé par Reine Koolhaas à un moment donné. Bon, tout ce que nous faisons, toutes ces grandes cités, etc., ils ont appelé ça un espace foutoir. Donc il faut se libérer de ce concept d'espace foutoir qui est maintenant critique. Alors, pour revenir à l'agriculture urbaine et à la mésologie, l'agriculture urbaine, certains pays l'ont introduite dans leur processus de planification.
chose que nous, on n'a pas encore fait. Au Maroc, j'ai vu que dans un livre, ils ont intégré l'agriculture urbaine dans le processus de planification urbaine. D'autres pays l'ont fait. Et on prend comme modèle Cuba. Cuba est un pays, soit par nécessité, soit par, on ne sait pas, on dit peut-être par hasard. Maintenant, il y a beaucoup d'étudiants d'Allemagne qui vont faire leur stage à Cuba sur la base de l'agriculture urbaine. La mésologie aussi, j'ai reçu un mail où à Blida, ils ont commencé à l'enseigner aux architectes. C'est-à-dire, on a commencé à comprendre que les architectes doivent s'initier à la mésologie pour justement pouvoir faire de la planification urbaine. Donc l'approche mésologique, je vais passer sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qu'il faut acquérir. Il n'y a pas de recette, il faut voir, etc. Moi-même, j'ai un petit peu, bien sûr, souffert pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais on trouve des modèles. Et le modèle, c'était Ursula Benedetti qui avait fait un travail sur un paysage en Angleterre. Et effectivement, elle avait fait une genèse. Donc, l'approche de la genèse, je savais déjà le faire. Je l'avais fait dans la thèse sur le concept de rue, etc. Donc, il me fallait juste, disons, rehausser le vocabulaire, c'est-à-dire être plutôt dans l'approche mésologique pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec Oran. Alors, le site et la ville, le site d'Oran, c'est-à-dire que là, je vais aller directement au paradoxe. Par exemple, pour Oran, l'aspect paradoxal est relatif à la Méditerranée. Il y a les contraintes physiques, la fragilité du milieu, l'agressivité des eaux, l'instabilité des pentes et les secousses telluriques. Tout ça, c'est à Oran et pourtant, elle a été habitée. Donc, c'est un peu le paradoxe. L'autre paradoxe de Brodel, pour lui, la Méditerranée, donc, c'est un plaisir des yeux, c'est la beauté des choses, mais elle dissimule les trahisons de la géologie et du climat méditerranéen. Ils font oublier que la Méditerranée n'a pas été un paradis offert. Il a fallu tout construire, souvent avec plus de peine qu'ailleurs. Pour l'espèce, le site d'Oran ne manque ni de pittoresque ni de grandeur. Le site assurait un point de repli stratégique. Le choix des emplacements des différentes activités montre que les lieux d'implantation des constructions en amont préservaient les terres fertiles en aval. Espace construit, espace cultivé entretenaient des relations trajectives, pour reprendre l'expression de Bert, composant avec les attributs de la nature et la subjectivité de l'être humain. Cette logique cosmique de réciprocité structurelle entre le Djebel, le ravin, entre la citadelle, les bastions, le piémont, constitue paradoxalement sa vulnérabilité. Là, ça devient un paradoxe. Elle se confirmera par l'occupation coloniale française en 1831. C'est-à-dire que c'était difficile d'accès, mais c'était aussi attrayant. Et c'est parce que c'était attrayant qu'il y a eu, les gens ont pris possession de la ville. Alors, les effets paradoxaux de la modernité et du progrès à l'interface du milieu de vie. Avec la colonisation donc, de 1830-1962, au nom du progrès et de la modernité occidentale, des travaux importants de terrassement engagent des transformations radicales de la morphologie du site. En plus des risques sismiques et fragilités qui caractérisent le milieu méditerranéen, ces modifications ont accentué les vulnérabilités naturelles du sol, notamment pour ce qui concerne le comblement des terrains ravinés. Donc des aménagements ont été faits contre le site. Et on verra que les conséquences se verront plus tard. D'ailleurs, ici, j'aimerais bien citer des collègues, dont d'ailleurs Maziz, elle est là. Alors, avec la modernité, la technologie introduite à partir du XXe siècle s'applique à l'urbanisation du site d'Oran, dont les limites des différents plans d'aménagement favorisent l'étalement urbain au détriment de l'espace nourricier. La course au progrès pour rattraper le retard des programmes de développement soutenus par l'urbanisme progressiste et ses moyens techno-financiers se traduit paradoxalement par des applications uniformisantes, ségrégatives, où l'informel tient lieu de palliatif à l'incapacité de l'État à tout prendre en charge.
et Moazis, 2010. À partir des années 2010, l'apparition des embouteillages semble se conformer au paradoxe de Brest. Je vais expliquer ce que c'est que ce paradoxe, qui énonce que l'ajout d'une nouvelle route dans un réseau routier peut réduire la performance globale lorsque les entités se déplaçant choisissent leur route individuellement. Ce paradoxe, mis en évidence et conceptualisé en 1968 par le mathématicien Dietrich Brest, n'a pas été vérifié à Oran, mais l'effet s'y apparente. Je vais vous montrer là une image, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est les 5 voies périphériques d'Oran. Le premier, je ne sais pas de quoi comment montrer ici. Le premier, c'était le boulevard Benzadje. Ensuite, il y a eu le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, il est en train de se faire. Donc, et puis c'est de plus en plus rapide. Alors, le paradoxe ici, ce qui a été expliqué par Brest, c'est pas parce qu'on fait des voies d'évitement qu'on a évité les embouteillages. Donc, ça n'a rien réglé du tout. En plus, l'autre paradoxe, c'est que dans les voies convergentes, à chaque fois qu'on veut rentrer dans une ville, on dit l'entrée de la ville, il faut que ça soit accueillant. Alors d'un côté, on fait un accès accueillant et d'un autre côté, on leur demande d'aller ailleurs. Voilà. Donc ça fait un peu paradoxal. L'autre paradoxe que je voulais citer, c'est le cas de la Calère. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une mise en friche urbaine paradoxale, qui a été donc Bachimon a trouvé ça dans d'autres recherches. Étant donné qu'il y a une valeur foncière et patrimoniale du lieu, il faut se questionner sur les raisons d'un tel bilan qui a pourtant bénéficié d'études techniques. On a fait des études techniques pour la Calère, ça soit construit, il y a eu des projets, il y a eu des concours, mais ça n'a jamais abouti et ça reste un terrain en friche, paradoxalement dans un site qui vaut beaucoup d'argent. Ensuite, l'autre paradoxe, c'est tourner le dos à la mer. Tout le monde connaît cette expression. On dit que c'est Camus qui l'avait dit pour Oran, mais en fait, elle n'existe pas que pour Oran. Elle n'existe pas que pour Oran, mais pour Oran, l'espèce l'a expliqué. La rupture est définitivement établie depuis la réalisation de la base navale. Et il écrit, c'est ainsi que fut perdue l'occasion d'utiliser pour l'embellissement de la ville une des parties les plus intéressantes du site d'Oran. On travaillait malencontreusement à multiplier les écrans entre la mer et les plus beaux quartiers du cité maritime. On peut aujourd'hui mesurer les effets de pareilles décisions. Elles ont permis de réaliser ce paradoxe d'une ville haut placée sur un plateau, au-dessus de sa magnifique baie, et qui, néanmoins, dans la partie toute proche de la falaise et du port, regarde la mer mais ne la voit pas. Face à ce paradoxe, certaines villes, il y a Gênes, il y a Barcelone, il y en a certainement d'autres, elles tentent de recréer le lien avec leur façade maritime. Le deuxième chapitre, c'est l'eau dans la ville. L'eau est une matière première et un bien commun dont la propriété non marchande est menacée. Elle est au centre d'attentions multiples dont certaines se sont intéressées aux effets paradoxaux de sa consommation. Il y a un triple paradoxe qui est révélé concernant la consommation indirecte d'eau, le surdimensionnement infrastructurel et la tendance à l'augmentation de la facture d'eau en dépit d'une diminution de la consommation. Ça, c'est un phénomène mondial et à Oran aussi, c'est-à-dire on consomme moins d'eau mais on paye plus. Elle suscite à cet effet la contribution des scientifiques pour réviser les modèles éprouvés et les conceptions urbanistiques basées sur des normes établies. Face à la complexité du monde contemporain, comment reconsidérer cette problématique à un moment où la mésologie remet en cause le paradigme qui a guidé la modernité? Quelques avancées scientifiques sur la gestion et conception de l'eau dans les projets d'urbanisme sont en cours d'expérimentation dans certains pays. Bien que les méthodes fussent anciennes, les principes écologiques de recyclage et de la récupération des eaux pluviales remettent en avant le paradoxe de la reproduction des eaux par les arrogeages. Rio a démontré qu'en arrosant, on récupérait de l'eau. Bon, ça c'est connu, c'est-à-dire les nappes phréatiques se réalimentent.
Paradoxalement, ce sont les pays du Nord où la pluviométrie est plus conséquente et qui possèdent de l'eau en quantité relativement suffisante qui investissent dans les domaines de la récupération des eaux pluviales. Genèse d'un paysage à travers la matérialité de l'eau. Donc ici, nous avons Oran en 1830. Cette image est très rare. Elle n'existe même pas. C'est Oran, avec le ravin d'Asmaï qui est planté au centre. Et autour, on voit la ville. On voit d'ailleurs les deux minarets, la mosquée de la Perle et la mosquée du Pacha. Et ça, c'est une vue à partir de la rue Tlemcen. Alors, William White, qui est un peintre anglais qui passait à Oran, a été frappé par ce paysage et l'a tout simplement immortalisé. Et cette image qui n'existe pas, je suis tombée complètement par hasard dessus dans la chambre de commerce de Marseille. Je l'ai prise comme ça sans avoir conscience de son importance. Et comme je suis en train de la chercher maintenant, je la trouve nulle part, même sur Internet. Je donnerai cher pour savoir où elle est, c'est-à-dire le musée où elle est, cette île-là. Et je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous dire. J'espère que d'autres chercheurs prendront en charge ce magnifique paysage pour essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière ce paysage. Donc là, on voit un petit peu la logique, comment les gens s'organisaient, plantaient, les arbres. Sous les arbres, nous avons les vergers, etc. Les gens vivaient en faisant des échanges, en commercialisant, etc. Alors là, je fais une hypothèse. C'est ce qui se passe à Christelle, que nous avons. Malheureusement, Christelle est en train aussi de se dégrader. Mais c'est un peu le même principe, où les gens habitent et ils possèdent des lopins de terre qu'ils cultivent. Ils ont la source, une source qui est toujours vivante, heureusement, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, il serait peut-être intéressant de faire ce parallèle sur Christelle. Et puis là, nous avons toujours ce site, nous avons toujours le ravin de Ras El Ain qui est abandonné, c'est-à-dire que ça reste quand même un potentiel que les urbanistes peuvent exploiter. Donc, Oran précolonial, c'était ça. J'ai dit que c'était une oasis fortifiée mais paradoxalement franchissable. Bien que plusieurs autres sources ponctuent le site, celle de Ras El Ain a polarisé l'histoire d'Oran. Ce toponyme commun à la source et au ravin concerne aussi la voie qui y mène et la localité, c'est-à-dire il y avait la voie de Ras El Ain, le quartier de Ras El Ain, la source, etc. Faubourg de Ras El Ain après, qui deviendra un quartier singulier de la ville. Paradoxalement, le rayonnement diachronique, alors c'est là le paradoxe, c'est-à-dire avec un centre aussi important de l'eau, du végétal, des habitations, tout ça, et puis il a été, disons, marginalisé. Ça, c'est le paradoxe. Sa marginalisation, le stigmatisant en banlieue immédiate, parmi les villages indigènes d'Oran, El-Salem, 1950. Ce renversement de situation illustre la métaphore de l'espace retourné de Marcotte. Les transformations du milieu hydrographique au nom du progrès et de la modernité ont fait de l'eau un instrument de dérogation au service des rasiens et des aménagements édilitaires et des ornements mondains. L'intérêt à surveiller le régime pluviométrique en Algérie coloniale, le suivi est soutenu par des études sur les effets des... Là c'était pour moi une découverte. On surveillait la pluie, c'était pour l'impôt arabe. Je ne connaissais pas cette histoire d'impôt arabe qui a été donc expliquée par Didier Vignard. C'est-à-dire, plus il y avait de pluie, plus les cultivateurs arabes devaient payer d'impôts en fonction de la pluviométrie. Donc, l'eau du ciel, pour reprendre l'expression de Paul Pascal, elle était gratuite, mais qu'en apparence. Je voudrais vous parler aussi de Wad el-Hil, qui était donc essentiel pour l'existence de ce espace que j'ai appelé espace vert. Forcément, ça devient un espace vert. À travers la littérature, l'imaginaire et la métaphore, tente de réanimer. Le Wad el-Hil a donné lieu à des romans. Fatima Bakhaï, elle a écrit sur Wad el-Hil, je crois Bey aussi.
c'est-à-dire il ravive toujours les mémoires, bien qu'il n'existe plus. Plus concrètement et sans doute plus dangereusement, il semble ressurgir dans les artères souterraines qui rejoignent l'ouest de Ouéna et traversent le centre-ville, causant glissement de terrain et affaissement, que vous avez certainement dû voir. Le caractère inquiétant du phénomène développe la rumeur et les conjectures sur les causes des troubles enregistrés en certains endroits saillants. Nous avons eu le cas de la Calère, la rue des Sœurs de Slimane, l'immeuble Sonel-Gaz, l'avenue Hamoud Lévis, la rue des Jardins. Ils ont donné lieu à des investigations envisageant des remèdes techniques, préconisant la surveillance de la stabilité du site pour préserver la sécurité des personnes. Mais la complexité du problème est l'interface de plusieurs secteurs pour sa prise en charge, c'est-à-dire il y a plusieurs ministères, c'est l'eau, c'est la ville, c'est etc. Il laisse entrevoir une forme d'inertie qui ne fait qu'accentuer l'instabilité des sols. Au-delà de l'urbanisme intelligent qui fait rêver, la difficulté du sujet relève certainement d'une considération autrement plus culturelle et recentrée sur l'âme urbaine, qui est une histoire avec laquelle l'urbaniste doit faire corps. Il lui incombe de ne pas chercher à soustraire son œuvre au temps, condition paradoxale pour assurer la continuité de création de la ville avec et après lui. Vous voyez qu'on revient toujours sur le comportement des urbanistes, c'est-à-dire leur façon de faire est très importante pour régler certains problèmes, plutôt que d'aller toujours vers le technique. Le partage de l'eau, bon, là ce sont des flashs que je donne comme ça, parce que c'est juste pour susciter le débat. Il peut y avoir il n'y a pas de continuité logique, c'est-à-dire j'ai été vers là où il y avait des paradoxes. Le partage de l'eau sous l'arbitrage colonial, réglementant les procédures en tirant avantage des opérations de transformation du site, génère paradoxalement la marginalisation du centre-ville initial. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette distanciation des populations les plus diminuées, fondée sur des relations d'inégalité, développe un processus d'inversion des polarités. C'est les conséquences de la déchéance du vieil Oran et des potentialités du ravin qui aura à supporter toutes sortes de pompage d'énergie au bénéfice d'une population qui lui est extérieure mais qui le domine. Ras el-Ain va être connecté, on va voir Ras el-Ain, la source à laquelle tout le monde allait, qui innervait tout le centre-ville, elle n'existe plus. Elle a commencé d'ailleurs par être branchée pour nourrir le centre-ville en haut, et donc ça a provoqué la déchéance du centre-ville en bas. Les risques de l'eau entre mémoire naturelle et conscience collective, selon l'idée paradoxale de valorisation du risque. Pagliolo a dit que si on valorisait le risque, il y avait des chances qu'on puisse trouver de meilleures solutions. La connaissance historique de l'usage de l'eau à eau permet de comprendre le sens cosmique des parterres plantés en rapport à la porosité filtrante et drainante des sols. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'arrosage, on pouvait réalimenter les nappes phréatiques. Le renouvellement des nappes phréatiques, l'atténuation de la réverbération thermique de l'atmosphère d'espace habité. Toutes ces épistémés se nourrissent d'une certaine façon du savoir populaire. Et c'était Guedes en 1904 qui avait valorisé le savoir populaire. On y revient maintenant, et que le savoir populaire peut être très bénéfique pour les urbanistes. Le but étant de composer avec l'incertitude de l'aléa climatique, l'action consiste à s'inscrire dans une posture de résilience en mettant l'eau au centre des risques techniques et environnementaux et en tenant compte des pratiques culturelles. Elle inclut conjointement les bouleversements générés par les aménagements urbains de la période coloniale française et les modes d'urbanisation administrés ce jour afin de réfléchir sur ces relations paradoxales avec les catastrophes. Le paradoxe urbain que nous renvoie la double image d'Oran est celui des ravins en friche qui se transforment en un ramassis de déchets alors qu'ils constituent des potentiels de valorisation urbaine naturellement liés à l'eau. Un autre paradoxe est relatif à l'ambivalence rareté-gaspillage de l'eau en tant que matière première épuisable. Oran, qui a de tout temps eu des soucis d'approvisionnement en eau, c'est ce que je disais, n'échappe pas au problème du gaspillage. Une situation paradoxale que d'ailleurs Georges Butin avait relevée également pour Alger.
où se côtoient pénurie et gaspillage, dont les causes évidentes sont dues aux fuites causées par l'état défectueux des canalisations, des usages abusifs et aussi un ruissellement des sources en milieu urbain non capté. L'eau de pluie en ville est un potentiel aussi à optimiser. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il est paradoxal de laisser filer une eau qui pourrait servir d'appoint, ne serait-ce que pour les espaces verts. Moi je connais des gens, et j'ai trouvé à la plage des bungalows à l'époque qui étaient construits sur une bâche. Toutes les eaux pluviales de l'hiver, quand ils venaient en été, la bâche était pleine. Et ils utilisaient ça pour leur douche, pour laver. Donc ça peut se faire. L'hypothèse météorologique des paradoxes de l'eau en milieu urbain. Un des avantages à recueillir les eaux pluviales concerne éventuellement l'arrosage, j'ai déjà dit. L'insuffisance de cette activité, malgré l'apport quantitatif durant les dernières décennies, impacte visiblement la vulnérabilité végétale de ces types d'espaces. Pourtant, et paradoxalement, ils occupent non seulement une place importante dans la représentation de l'image de la ville, mais davantage dans les conséquences écologiques liées au risque d'inondation, sécheresse et désertification. Le développement de ces pratiques qui existent de façon informelle. Je connais aussi des gens qui ont des bâches dans leur maison, c'est à Valby, je crois, alimentées uniquement avec l'eau de pluie de la terrasse, avec un simple tuyau, et ils l'utilisent sans problème. Bien sûr, ça demande quelques suivis pour que ça soit hygiénique, mais c'est faisable très facilement. Donc ce potentiel créatif peut inspirer éventuellement de démarches innovantes d'aménagement urbain impliquant conjointement les politiques urbaines, environnementales et culturelles. Cela est un processus novateur basé sur les potentiels humains et les disponibilités spatiales. Ce sujet d'intérêt scientifique est susceptible d'éclairer la réflexion actuelle sur l'agriculture urbaine dans le sens des manières d'habiter la ville et d'aménager le territoire urbain. Ce que je disais tout à l'heure pour la source à Aslaï, bon, il y avait une pancarte, c'était les années 2007. Je ne sais pas si c'est encore, si cette publicité est toujours là. Il y a écrit station source à Aslaï en exploitation depuis le XVIe siècle. Et là, c'était des jeunes hommes en train de se baigner dans une flaque. Flaque qui est donc issue de la source. La source, et sur le plan symbolique, c'était assez désastreux. Et puis, dernièrement, voici ce que nous avons. Nous avons donc les tuyaux qui ont capté la source, mais comme vous voyez, ça fuit de partout. Donc, c'est une eau qui se perd pour tout le monde. Alors, pour résumer les paradoxes de l'eau, l'eau est une richesse gratuite de la nature, mais son usage est coûteux. Cette attitude inhérente au progrès et la modernité induit le perfectionnement des techniques pour améliorer les flux, rationaliser les usages. Paradoxalement, la maîtrise de la gestion n'est pas à la mesure des progrès assimilés. De plus en plus de tuyaux pour de moins en moins d'eau illustre ce paradoxe, pas seulement chez nous. Le progrès technique contribue au perfectionnement des commodités d'usage de l'eau, mais ce n'est pas sans effet rebond de sa consommation, soit par l'augmentation, soit par la frugalité, menant au paradoxe de Sachsenhausen. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que ce paradoxe. C'est une ville en Suisse. Ils ont dit on va ne va pas gaspiller l'eau. On va faire très attention. Quand on se brosse les dents, on ferme le robinet, etc. Ils ont même inventé les robinets qui se ferment tout seuls, etc. Et ça a eu l'effet rebond. La tuyauterie, les tuyaux d'assainissement ne recevant pas l'eau qu'ils avaient l'habitude de recevoir, se bouchaient. Il fallait donc ramener des déboucheurs et ça coûtait plus d'argent. Et les gens donc économisaient, faisaient attention pour utiliser moins d'eau, mais les factures étaient plus chères parce qu'il fallait payer les réseaux d'assainissement, etc. Donc voilà aussi un paradoxe. Ça existe chez nous, hein, c'est-à-dire que toutes les unes qui ont été construites à Oran ont été faites sur la base du système séparatif. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un seul tuyau qui récoltait et l'eau pluviale et les eaux sales, des eaux usées.
À partir du deuxième boulevard périphérique, on a commencé à faire ce qu'on appelle le réseau séparatif. Un réseau pour les eaux pluviales et un réseau pour la... Qu'est-ce qui se passe? Quand il ne pleut pas, ça se remplit de rats, ça se remplit de déchets, de sachets plastiques, etc. C'est pour ça qu'on a après des inondations. Donc, c'est-à-dire, techniquement, c'était bien, mais ça ne résout pas le problème de l'eau parce que ça ne correspond pas un petit peu à notre climat. Donc là, je vais passer sur ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Et je vais aller à l'arbre pour la ville. La dérive de l'arbre urbain du cosmique au cosmétique. C'est un élément de l'espace public. Il est au cœur de plusieurs paradoxes. Ça a été relevé par plusieurs, disons, scientifiques, relatifs au décalage entre disposition budgétaire, perception symbolique et réalité physique, du peu de place qui lui est accordée, voire la maltraitance. Une des conjectures de cette relation paradoxale entre le citadin et l'arbre renvoie à la modernité cartésienne où la science, rendant l'homme maître et possesseur de la nature, a conduit à l'aposmie. En conséquence, la considération de l'arbre urbain le réduit à une fonction de parure décorative. Que reste-t-il de l'arbre de l'Algérie précoloniale? C'est vrai, là je me suis demandé, à chaque fois qu'on cherche sur Internet, sur l'arbre, sur les jardins, etc., il nous renvoie toujours au jardin d'essai, ou bien au jardin qui a été fait par la colonisation. C'est vrai que c'est une bonne chose. Mais avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de rire. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je regarde d'autres pays, ils ont des arbres qui datent de 1000 ans et qui mettent comme un patrimoine extraordinaire. J'aimerais bien qu'on retrouve les nôtres. Alors l'arbre, bien que recherché et admiré, l'arbre est paradoxalement objet de déviance, qui s'illustre à plusieurs manières, en commençant par l'histoire de la conquête coloniale, où l'abattage de nombreux arbres a été une raison inéluctable du déguerpissement de la population autochtone. C'est ce qui s'est passé pour le ravin de la Slane. Il fallait abattre les arbres pour que les gens n'aient pas où se cacher et puis qu'ils n'aient plus de raison de vivre de toute manière. L'arbre, instrument des enjeux de colonisation, l'arbre d'ornement, symbole d'européanisation de la ville algérienne, les platanes, c'est-à-dire la situation dégradée qui se présente aujourd'hui de ce que fut le ravin de Raslaïn est symptomatique du caractère paradoxal des friches urbaines. Exclu des aménagements quotidiens programmés pour la ville, il présente toutes les caractéristiques d'un site orphelin. Il constitue cependant un potentiel paysager attesté par l'histoire du lieu avant que les colons français ne viennent marquer la fin des droits d'usage des terres et des communs, leur enlevant de facto leurs moyens de subsistance. Benediti avait fait donc cette même remarque pour un paysage qu'elle avait étudié en Angleterre. Donc les arbres maintenant, qu'est-ce qui se passe? On les importe et on les amène pour embellir la ville, mais ça ne dure pas longtemps. D'ailleurs, notre ami Samuel Sulaiman a fait un livre qui est paru il n'y a pas longtemps sur les arbres remarquables et qui a bien relevé que importer des arbres n'a jamais résolu le problème, et au contraire, c'est de l'argent qu'on jette qui est parti. J'aimerais quand même parler le paradoxe de l'arbre moderne. Hervé Le Bouillet a dit, il a dit une chose qui est très vraie et qui est, disons, partout. Tant qu'on s'en tient à la représentation symbolique, à l'image, l'arbre est de façon quasi universelle vécu et décrit comme porteur de valeurs positives. Dès qu'on se place dans le champ de l'économie, du loisir ou de l'esthétique. Hélas, lorsqu'on se place dans le champ des actes, qui permettrait de concrétiser ces valeurs, en termes de moyens réglementaires financiers, on observe, en tout cas dans les yeux des forestiers et des gestionnaires, un manque criant de prise en compte. Concernant l'arbre à Oran, le hiatus entre les communiqués du nombre important d'arbres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lit la presse, on a planté, on a fait, mais la réalité, elle est complètement autre. Donc ça irrite un peu les gens. Entre le discours, avec tout ce qui a été dépensé pour les arbres et ce qu'on voit dans la réalité, il y a vraiment un hiatus. Entre-temps, le ravin de Raslaïn, qui avait perdu sa fonction principale et ses forces vitales, l'Oued, les habitants d'origine, il survit en inertie. Il demeure une échancrure en friche, aggravant les contraintes de son aménagement
et leur impact sur le système urbain. Pour l'heure, les gestionnaires l'ignorent en tant que potentiel d'aménagement à l'espace vert et cherchent paradoxalement à en disséminer quelques-uns dans la ville, selon la norme de l'urbanisme moderne, sans toutefois y parvenir. Le sort de l'arbre reste incertain face à la croissance urbaine. En conclusion, le concept d'agriculture urbaine, à la base de cette réflexion mésologique, constitue un intérêt grandissant de la recherche et concerne plusieurs disciplines, dont un des enjeux scientifiques est de l'intégrer dans le processus de conception de la planification urbaine. L'interface lexicale de deux corps de pensée que la modernité a spatialement et sociologiquement séparés se présente comme un paradoxe. Mais si l'expression agriculture urbaine semble renvoyer à une compréhension relativement partagée, la tentative de la définir s'avère complexe, compte tenu de la controverse autour de son apparente incongruité et la diversité des représentations qu'elle évoque. La situation en Afrique, souvent ramenée à des moments de crise, montre que l'évocation de l'agriculture urbaine est généralement liée à la question de la pauvreté et de l'aridité du climat, notamment au Sahel. Elle illustre le fait paradoxal qu'elle se soit davantage institutionnalisée dans les pays du Nord que ceux du Sud. Le paradoxe est d'autant plus prédicable que l'histoire nous renseigne que l'agriculture urbaine n'est pas une nouveauté paradigmatique, mais bien une culture ancestrale qui n'était pas une conjoncture de la résilience. Quelques symboles. Alors, au fur et à mesure que je travaillais, j'ai découvert des choses, c'est-à-dire, j'ai trouvé bien cette place de la Perle, où il y avait la mosquée, il y avait l'église, il y avait le fort, il y avait toutes les religions ici représentées, il y avait une espèce de dialogue, une espèce d'entente. Et en regardant de plus près, je trouve que le clocher de l'église Saint-Louis, il dépasse quand même le minaret. Et c'est venu après. La guerre des clochers, elle existe. Elle existe, la guerre des clochers. C'est-à-dire qu'en Suisse, d'ailleurs, on a interdit les minarets, parce qu'il ne faut pas aller plus haut que ce qu'il faut. Donc pour moi, ça m'a questionné cette histoire. Ça demande quand même une petite recherche sur ça. Est-ce qu'on a essayé, est-ce qu'on a voulu, de façon symbolique, s'élever au-dessus du minaret, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à dire par rapport à ça. Autre symbole, c'est la mosquée que tout le monde connaît maintenant, c'est le Djebel Moudjajou, qui a été construite en 2016, une petite mosquée. Symboliquement, c'était pour dire un petit peu, les Espagnols ont fait leur fort, il y a la chapelle, et nous aussi, parce que... Il y avait quelque chose. C'est la réponse. C'est la réponse. Oui, elle existe. Même si elle est petite. Symboliquement, elle est importante. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Si on est dans le symbole, il y avait quelque chose qui existait. Oui, certainement. Qui existait. C'est ça. Ils ont fait ça. C'est ça. Autre symbole qui me semblait quand même intéressant, c'était cette histoire du style jaunard, qui a eu beaucoup de succès en Algérie, même au Maroc, et où on a utilisé le minaret pour faire l'usine de bière Bao, c'est-à-dire même pour les affiches, c'est le minaret, mais c'est une usine de bière. D'ailleurs, le minaret de l'usine de Bao a été détruit par un wali. Ensuite, nous avons par exemple les caves, la cave de Savignon, c'est un minaret, c'est une mosquée. Nous avons le belvédère, c'est un minaret aussi, c'est-à-dire c'est un lieu de zoo. C'est là où on va danser. Voilà. C'est un minaret aussi. Bon, ça nous questionne. Il y a la gare que tout le monde que vous connaissez. Voilà un petit peu, je finis sur ces symboles et je vous remercie.